Virtualisation, cloud computing, ces deux technologies sont censées faire bouger les lignes des data centers. Pour en parler, j'ai avec moi Jérôme Trédan. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes directeur des produits serveurs et plateformes de cloud computing chez Microsoft France. Alors, on n'aura pas besoin de présenter Microsoft, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre rôle en quelques mots ? Alors effectivement, je m'occupe de la division serveurs et plateformes de cloud. Donc il y a 3 grands domaines, 3 grandes familles de produits. Les produits d'infrastructure et de cloud privé autour de Windows Server, System Center. La plateforme applicative autour de la base de données SQL Server. Et puis la plateforme de cloud public autour de Windows Azure. D'accord, très bien. Pour en discuter avec vous, nous sommes aussi avec Eric Sansoni. Eric, vous êtes directeur général d'Aruba pour la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne. Alors Aruba est un groupe italien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont ses principales activités ? C'est relativement simple, c'est un groupe qui existe depuis pratiquement 20 ans, qui est un des pionniers de l'hébergement en mode web et puis qui s'est diversifié vers d'autres activités, qui a fait une croissance dans un premier temps vers l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, ce qui est un peu atypique, et m'a demandé de me concentrer aujourd'hui sur le développement des offres de cloud sur les marchés d'Europe occidentale et avec une tête de pont en France, donc j'en suis très fier. Eric, en tant que directeur chargé de développer les activités d'Aruba sur l'Europe de l'Ouest, vous avez un peu une vision de différents marchés de l'Europe de l'Ouest. Est-ce qu'aujourd'hui, sur les tendances du marché, on peut définir des spécificités françaises ou est-ce qu'on s'inscrit vraiment dans une dynamique européenne ? Alors, il y a une dynamique de fond qui est une dynamique globale de mouvement vers la virtualisation, c'est sûr, mais chaque marché est aussi quelque part un peu différent. Si on essaye de comparer un peu les marchés, les grands marchés européens que sont l'Angleterre, l'Allemagne et la France, chaque marché est spécifique. On a un marché français qui a été tiré par les prix dans un premier temps et qui a permis l'essor des serveurs sur l'Hexagone. L'Angleterre est un peu moins dépendante des plateformes et s'oriente plus sur le service, et l'Allemagne est totalement focalisée sur le contrôle de son infrastructure, donc le serveur dédié, le serveur dédié, le serveur dédié. Donc on est sur des pénétrations de la virtualisation qui sont différentes. Je parle vraiment dans le milieu du small et medium business, mais une pénétration différente dans chaque pays. Et je pense que la France a plutôt un beau rôle et montre une belle progression que l'on pourra nous confirmer facilement. Mais c'est une tendance de fond, c'est comme on dit en anglais, un shift profond. Est-ce que ça, c'est un point sur lequel Microsoft axe fondamentalement ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une guerre des prix d'abord et puis le reste, finalement, c'est un peu que secondaire ? Alors, il y a une guerre de prix, je vais y revenir, mais il y a d'abord une démarche d'optimisation que je ne peux que confirmer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, elles sont dans une logique d'accroître effectivement la virtualisation, l'automatisation des processus, l'orchestration des processus, pour essayer de tirer un meilleur retour sur investissement des installations existantes. Après, il y a un élément qui est évident, c'est qu'on arrive aujourd'hui à une commoditisation du hardware. L'infrastructure en fait devient une commodity. Donc oui, il y a une guerre des prix qui s'opère entre les acteurs locaux, les acteurs internationaux. Après, ce qui est important, c'est de savoir quel type de service l'entreprise souhaite proposer sur le marché ou de quel type de service elle souhaite bénéficier, elle, en interne. Mais la guerre de prix, oui, elle est en cours. Aujourd'hui, dans Windows Azure, vous avez une machine virtuelle à moins de 10 € par mois. Si on parle du stockage, aujourd'hui, si vous payez plus de 5 centimes d'euros par mois le giga, sur un giga redondé 3 fois, vous payez probablement trop. Donc oui, comme ça devient une commodity, il y a une guerre de prix qui s'opère. Mais je pense que la démarche fondamentale, c'est qu'est-ce que je veux faire de mon infrastructure, comment je veux la compléter avec des offres de cloud public, quelle est ma stratégie entre des offres locales de proximité et puis des offres de data centers qui sont à l'extérieur de la France pour aller chercher d'autres avantages en termes de SLA ou en termes de prix. Alors sur le marché strictement du serveur, il y a une baisse. On enregistre aujourd'hui une baisse assez marquée à 2 chiffres en France. C'est quelque chose qui aujourd'hui vous oblige à bouger plus vite ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le marché effectivement est en baisse en termes d'unités. Il continue à être en croissance en termes de valeur, ce qui montre qu'on va plutôt vers des architectures un peu plus high-end. Par contre, sur la partie virtualisation, le marché reste en croissance. Donc nous, de toute façon, on est dans cette logique d'optimisation des data centers.
avec des outils comme System Center qui permettent justement de tout gérer, du matériel jusqu'aux applications, jusqu'à la qualité des applications, de gérer des environnements hétérogènes, des hyperviseurs différents, des OS différents. Donc nous, on s'inscrit complètement dans cette logique d'optimisation des data centers. Eric, comment est-ce qu'on fait quand on est un groupe comme Aruba et qu'on va devoir aujourd'hui se retrouver face à des fournisseurs assez nombreux, une concurrence donc accrue et des clients en face qui vont chercher à optimiser le plus possible? Est-ce qu'il y a un mix ou est-ce qu'il y a des choix qui sont faits à votre niveau? Alors on a une approche un peu différente. On est bien évidemment obligé de s'adapter face à l'offre de certains acteurs, qu'ils soient globaux ou locaux. On a choisi un axe plutôt original qui est l'agnosticité, puisque aujourd'hui nous proposons différentes solutions de virtualisation à nos clients, dont bien évidemment Hyper-V et VMware. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on regarde les grands acteurs qui sont les plus à même de proposer des schémas tarifaires efficaces aux clients, eh bien on doit prendre un peu pas le contre-pied, mais on doit s'adapter. Et donc, ces acteurs ont une approche globale et opèrent depuis des data centers, on va dire, continentaux. Nous avons fait le choix d'être encore plus local et donc d'être au plus proche du client. Donc, les nouvelles technologies de virtualisation apportent un bénéfice global et nous, on veut ajouter une couche de service local et de proximité qui est difficile pour un grand acteur d'avoir parce que ouvrir un data center dans chaque pays, c'est un coût. Pour un éditeur, ce n'est pas forcément le même métier, même si ça a tendance un peu à le devenir. Mais ce n'est pas le métier de base. Alors que le groupe Aruba, son métier de base, c'est de créer des data centers, de les opérer et d'y mettre des serveurs, de les gérer, de les infogérer et de déployer du logiciel dessus pour nos clients. Je voudrais rebondir moi, sur cette intervention pour dire que, de mon point de vue, il n'y a pas de compétition entre les offres des data centers globaux de Microsoft et des offres locales. La réalité du cloud sera de toute façon hybride. Donc c'est au client de choisir finalement le niveau de cloud dont il souhaite bénéficier et puis les éléments qu'il souhaite mettre dans le cloud ou non, ou au travers d'un partenaire local. Il peut choisir de mettre ses données chez un partenaire local, ses applications ailleurs. L'élément clé après, c'est les outils dont il va pouvoir bénéficier pour gérer cette complexité du coup inhérente au fait d'avoir différents clouds. Donc depuis System Center par exemple, on a une fonction qui s'appelle l'App Controller, et qui permet de déployer des machines virtuelles dans son cloud privé, dans le cloud d'un partenaire ou dans le cloud public Microsoft. On a fourni aussi à nos partenaires hébergeurs les API d'Azure, en fait, ça s'appelle Windows Azure Services pour Windows Server, et c'est leur permettre de fournir le même niveau de service qu'Azure. Donc c'est toutes les API qui permettent la fourniture de services web, de machines virtuelles, le même portail HTML5 pour enrichir leur service. Donc il y a vraiment une complémentarité qui s'opère entre les deux, et ce ne sera pas ou tout l'un ou tout l'autre. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez, ça, Eric, au quotidien? Est-ce que vous vous sentez, par exemple, en compétition avec Azure? Oui et non, sur le papier un petit peu, mais dans la réalité des faits, pas vraiment. On est le plus ouvert possible et on propose différents environnements à nos clients. Notre expertise sur le IaaS nous permet de décliner du public en privé et en hybride, donc un client qui souhaite interagir avec de multiples fournisseurs, ça ne nous pose aucun souci et je pense que c'est peut-être aussi un gage de sécurité pour le client de diversifier ses fournisseurs. Jérôme Trédan, Microsoft a développé avec Windows Server 2012 un concept qui est le concept d'OS Cloud. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un OS Server classique? Est-ce que c'est un terme un peu vendeur parce qu'on parle de cloud? Ou est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Je le mentionnais tout à l'heure, la réalité du cloud va être hybride. Donc à partir de ce moment-là, on a architecturé toute notre nouvelle gamme serveur autour du couple Windows Server 2012 et Windows Azure, avec en plus une convergence progressive du code qui est en train de s'opérer entre ces deux systèmes d'exploitation. L'Active Directory a beaucoup de proximité entre Azure et Windows Server. La virtualisation de l'offre d'infrastructure as a service d'Azure est basée sur l'hyperviseur de Windows Server, etc., etc.
Et en fait, on a ce binôme Windows Server, Windows Azure, justement pour laisser le choix au client de choisir le niveau de cloud finalement dont il souhaite bénéficier et l'équilibre qu'il souhaite trouver en fonction de leurs contraintes ou de leurs impératifs business. Une fois qu'on a fixé ça, le point critique pour les responsables informatiques, ça va être finalement de gérer cette complexité avec des systèmes d'exploitation différents, des hyperviseurs différents, des services cloud différents. Et on a vraiment System Center au cœur de l'offre, justement pour gérer toute cette complexité, du matériel jusqu'aux applications, et puis pour gérer ces différents niveaux de cloud. La dernière dimension de l'OS Cloud, c'est la partie données. On le sait, on rencontre une explosion du volume de données. Le volume de données double à peu près tous les 2 ans. Et autour de l'offre SQL Server, on a cette plateforme de gestion complète de l'information qui répond aujourd'hui à tous les besoins des entreprises, de l'OLTP au Big Data, en passant par le Data Warehouse, en passant par la BI. Donc le dernier élément de l'OS Cloud, c'est la partie gestion des données, qu'elles soient dans le cloud ou physiquement on-premise chez les clients. Est-ce que ça correspond à vos besoins, vous, dans votre métier d'hébergeur, par exemple? On a des besoins et des perspectives un petit peu différents. L'agnosticité nous oblige à avoir une couche supérieure ou inférieure qui va piloter l'ensemble de nos infrastructures, piloter les différents environnements de virtualisation qu'on met à disposition de nos clients et aussi piloter les différents data centers que l'on met à disposition de nos clients. Donc on rajoute une petite couche de complexité qui fait que un opérateur de IaaS comme nous est obligé de développer on va dire sa petite cuisine interne qui est souvent le plus compliqué d'ailleurs dans notre métier et ensuite s'appuyer sur différentes technologies pour fournir un service au client, que ce soit des environnements Hyper-V, que ce soit des environnements VMware, peu importe quelque part. La dimension d'OS chez des opérateurs d'IaaS comme nous, elle est plus au niveau du client. Et l'OS Cloud pour nous et son évolution, et je pense que Windows Server 2012 va dans cette direction, c'est vers plus de fiabilité, via plus d'interopérabilité, qui sont vraiment des enjeux clés aujourd'hui. Mais ça, je pense qu'on en discutera un peu plus tard. Ça, c'est un vrai problème, Jérôme Trédan, c'est-à-dire même sans parler de la concurrence, il y a beaucoup d'entreprises qui sont sur 2003 par exemple. Est-ce que ça freine pas, ça, typiquement, l'adoption des nouvelles solutions ? On a toujours eu chez Microsoft des problématiques de base installées à faire migrer. Ce qui est important surtout, c'est de faire le constat de l'hétérogénéité qui est celle des systèmes d'information aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, Microsoft a véritablement changé ces dernières années. C'est une véritable révolution qu'on a opérée. Et depuis System Center, vous pouvez manager des environnements Windows Server, quelle qu'en soit la version, Unix, Linux, des hyperviseurs ESX ou Citrix, en même temps que des hyperviseurs Hyper-V. Si vous êtes dans Azure, vous pouvez déployer des machines virtuelles qui vont être des machines virtuelles Windows Server ou Linux. Si on parle de développement, vous pouvez développer en PHP, en Java, en Python, en Ruby dans Azure. Donc on a fait le constat de toute façon que les stacks informatiques de nos clients et de nos partenaires ne sont pas monolithiques. C'est pour ça qu'on se doit de fournir au marché des outils qui vont permettre de gérer cette complexité le plus simplement possible. C'est quoi ce constat? C'est un dommage ou c'est un... Non, c'est pas un... Vous gérez plus facilement la complexité si on reste dans un écosystème assez homogène finalement quand même, en théorie. Non, pas tellement. Et puis j'aurais pu parler également des devices. On gère tous les types de devices maintenant qui rentrent en entreprise, que ce soit des OS autres que Microsoft, des OS Microsoft, des tablettes, des PC, tout ça. On se doit de gérer aujourd'hui cette complexité qui rentre en entreprise. Si on prend la partie device, on laisse le choix aux utilisateurs de choisir leur device. On doit permettre à l'IT d'en garder le contrôle. On sait que pour un partenaire, il va devoir fournir d'autres systèmes d'exploitation, d'autres hyperviseurs si c'est la demande du client. Nous, on doit accompagner nos clients et partenaires dans cette logique. Et Jérôme pourra le confirmer. Souvent, la virtualisation d'une infrastructure existante, une infrastructure physique existante, est aussi l'occasion de la migration vers des versions plus récentes des suites logicielles. On voit beaucoup de problématiques de migration Exchange, par exemple, non seulement virtualisation de la plateforme, mais upgrade de la version et transition vers
vers une nouvelle version. Donc la virtualisation est aussi une opportunité forte pour la DSI de faire évoluer ses systèmes, non seulement d'un point de vue matériel, mais aussi logiciel. Éric Sansoni, on rappelait dans la première partie que le marché du serveur en unité était en forte baisse, mais on a aussi beaucoup parlé de virtualisation. Et la virtualisation, pour le coup, il y a une vraie explosion au niveau du marché. Complètement. Alors, il y a une réponse à un impératif économique, et des pays comme l'Espagne, par exemple, on a pu nous le mesurer de manière tangible, l'effondrement des volumes en serveurs, explosion de la virtualisation, juste pour une rationalisation des coûts, très clairement. C'est une consolidation que l'on peut voir à peu près dans chaque marché, avec un vrai bénéfice client. Je pense qu'aujourd'hui, les technologies ont atteint une maturité qui fait que les marchés n'ont plus peur de virtualiser leurs infrastructures, ou moins peur, en tout cas. On n'est pas à 100% de virtualisation et on n'y sera jamais complètement. Mais chaque marché réagit différemment. La France, j'ai tendance à penser qu'elle réagit plutôt bien. Jérôme Trédan, je pense que sur le constat du marché de la virtualisation, on est plutôt d'accord. Sur ce point, on a beaucoup dit quand Windows Server 2012 est sorti que Microsoft rattrapait son retard sur VMware. Est-ce que c'est fait? Le retard est rattrapé? Alors déjà, je pense que le retard était tout relatif. On était déjà positionné en fait, par le Gartner dans le cadran magique comme un des leaders dans le domaine de la virtualisation. Mais c'est vrai qu'on a fait des très gros progrès avec Hyper-V V3 qui arrive avec Windows Server 2012. Donc je ne vais pas sortir les chiffres de la course à la puissance, mais en termes de densité de VM, de capacité de ces VM à monter jusqu'à 64 processeurs virtuels, etc., on arrive à un niveau de performance maintenant qui est excellent. Qui est excellent et qui me laisse même penser que cette course à la puissance est un peu dépassée. La question maintenant, c'est comment vous êtes outillé d'un point de vue management, d'un point de vue orchestration, automatisation des processus. C'est bien beau d'avoir une Formule 1. La question maintenant, c'est comment vous la gérez, comment vous la pilotez. Et c'est véritablement, le sujet devient vraiment management et comment on gère toute cette puissance qui est désormais rendue disponible. On peut peut-être vous retourner la question, Éric Sansoni. Qu'est-ce que vous en faites de cette Formule 1? Comment est-ce que vous la pilotez? Alors, on essaie de mettre à disposition des Formule 1 de nos clients. Maintenant, effectivement, il y a des choses auxquelles Microsoft est aussi confronté au travers d'Azure. C'est la palette d'outils qu'on met à disposition des clients pour piloter ces infrastructures virtuelles, entre autres. Donc, on a des éléments de réponse, sans rentrer dans trop de détails, des interfaces mobiles et des connecteurs avec des drivers de développement garants d'interopérabilité ou autres. Je pense qu'il y a d'autres enjeux aujourd'hui qui commencent à voir le jour, ou dont on commence à parler. On parle de cloud souverain, on parle de plein de choses. Je pense qu'il y a effectivement la notion de proximité et donc de géolocalisation des data centers. C'est quelque chose sur lequel les DSI vont prêter attention. Donc ça va rentrer dans l'équation de l'infrastructure virtuelle. Il y a les législations et leur évolution aussi. Le cadre réglementaire qui évolue et qui n'évolue pas forcément de la même manière d'un pays à un autre. Donc ça, c'est aussi un des enjeux forts. Donc voilà, il y a effectivement une Formule 1, mais il y a toute une équipe autour, il y a des équipementiers, il y a des sponsors, il y a plein de choses autour. Et je pense que effectivement, quand on a le choix entre plusieurs très très bons moteurs, on peut maintenant, et surtout les DSI vont pouvoir se concentrer sur d'autres sujets. Très bien, merci. On en restera sur cette image de Formule 1. Merci messieurs d'avoir été les premiers invités de notre rendez-vous et puis à bientôt pour une prochaine émission.